Pourtant, parmi ces propriétaires terriens, il y a des gens qui ont dépensé l'économie de toute une vie pour s'acquérir une parcelle sur ce domaine. Des personnes qui comptaient rentrer au pays pour y passer leur retraite. Si ça, c'est pas du gangstérisme étatique, je me demande comment vous l'appelez. Un bon gouvernement doit travailler dans l'intérêt de ses citoyens en adoptant des politiques inclusives, justes et responsables. Il doit protéger des droits fondamentaux tels la liberté d'expression, de presse, de religion, protéger la vie, la dignité et les biens des citoyens. Il doit promouvoir la justice et l'équité, favoriser la croissance économique, créer des emplois, surtout pour les jeunes, respecter l'état de droit, gérer les ressources publiques de manière transparente et publier régulièrement les comptes publics. Donc un gouvernement efficace est celui qui agit dans l'intérêt général, respecte les droits humains et travaille avec intégrité pour construire un avenir meilleur pour tous. Mais chez moi au Bénin, le gouvernement qui est censé protéger les droits et les biens des citoyens est celui qui les détruit, les vilipende et rend leur vie plus misérable qu'elle ne l'était. Dans une précédente vidéo, je disais que le gouvernement de la rupture est celui qui a le plus appauvri les Béninois, quand bien même beaucoup n'étaient pas d'accord avec cette affirmation. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je viens encore avec des preuves pour confirmer cette allégation. Alors restez jusqu'à la fin pour voir les preuves que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais aborder quelques sujets, preuves à l'appui, qui montrent que le Béninois, de mémoire d'homme, n'a jamais été aussi maltraité. Le premier sujet va porter sur l'expropriation des domaines dans la zone de Togben et environ. Observons un peu de près cette histoire d'expropriation des terrains pour une soi-disant utilité publique. Oui, parlons-en. Voici un gouvernement qui, par un décret du Conseil des ministres en date du 29 avril 2020, a dégelé un domaine d'utilité publique qui était réservé pour un projet de développement touristique appelé la zone des pêches. Il a autorisé nos compatriotes par ce décret à acheter des parcelles dans ce domaine pour leurs différents besoins. Alors nos compatriotes, surtout de la diaspora, confiants de la bonne foi du gouvernement, se sont procurés des terrains, certains dans le but de réaliser des projets qui vont créer des emplois, d'autres pour construire des maisons dans lesquelles ils pourront vivre. Il y a eu une décision du gouvernement allant dans le sens de rectifier des coordonnées parce que en 2006, il y a eu la prise d'un décret portant déclaration d'utilité publique et de classement d'une zone à vocation touristique exclusive dite de la route des pêches, allant de fin pavé Fidjroussé jusqu'à Ouida après Avlekiti, à Degwe. Il se trouve que ces coordonnées, avec la modernisation de l'administration foncière et domaniale qu'opère le gouvernement du président Patrice Talon, lorsqu'on les projette dans un système de géoréférencement moderne, embrasse beaucoup d'autres localités. Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures sociales du gouvernement, le gouvernement a été amené, bien sûr, à déclasser cette zone pour permettre aux populations, ce qui a été le cas de Fidjroussé, de Fieyon 1, de Fieyon 2, de Togben, à pouvoir accéder, bien entendu, à des actes fonciers. Mais contre toute attente, 18 mois plus tard, c'est-à-dire le 17 novembre 2021, ce même gouvernement revient sur sa décision. Et cette fois-ci avec un autre décret contradictoire déclarant encore ce domaine d'utilité publique. Il intima l'ordre aux occupants de dégager les lieux. Rassurez-vous, ce n'est pas qu'on a découvert du pétrole ou d'autres ressources minières sur ce domaine. Non, pas du tout. C'est juste que le gouvernement de Talon a décidé d'exproprier ces gens pour remorceler le domaine et le revendre à des étrangers qu'il appelle investisseurs privés. Il sera également réparti en des terrains, des parcelles de dimension 2000-1200 mètres carrés, comme cela a été indiqué. Et l'objectif donc de ces lotissements, lorsqu'on aurait fini, nous allons procéder à la cession de ces terrains-là, avec un règlement d'urbanisme clair pour permettre à ceux qui vont acquérir ces terrains de les mettre en valeur suivant des conditions données. Donc c'est ce qui va se faire de ce côté-là. En effet, on va morceler ces terrains, non pas pour y construire des hôpitaux, des centres sociaux ou pour y installer des entreprises publiques, mais on va les morceler pour les revendre à des étrangers qu'ils qualifient d'investisseurs privés pour que ces derniers puissent construire des logements d'un standing donné. Oui, vous m'avez bien entendu. On arrache des terres à des locaux, à des Béninois, pour les revendre à des étrangers. Selon Maître Sadikou Ayoalou, l'avocat du collectif, ce qui se passe est contraire à la Constitution puisqu'il ne s'agit pas d'utilité publique. On vous parle
de construction de maisons de luxe. C'est-à-dire qu'en considérant que mes clients sont de pauvres types qui ne peuvent pas financer ce genre de construction, on leur prend leur maison à eux ou leur terrain à eux pour les vendre à d'autres. Et sans leur accord, c'est une confiscation. Ils n'ont commis aucun crime. Donc, comme je le disais tantôt, ces investisseurs vont y construire des bâtiments d'un certain standing donné. Certains de nos compatriotes se sont rapprochés du gouvernement pour avoir une idée du type de bâtiment que le gouvernement souhaiterait abriter sur ce domaine, dans le but de se conformer à ces normes de l'État ou pour tout au moins être associés à ce projet. Cependant, ils ont essuyé un refus catégorique. Il semble bien clair qu'on ne veut voir aucun Béninois s'intéresser à ce projet. Ainsi, l'État qui agit souvent par la rage a dépêché des engins lourds pour démolir la maison des Béninois sous la supervision de certains agents des forces de l'ordre cagoulés. Ainsi, des constructions ont été démolies, des investissements béninois anéantis. On a réduit les efforts de nos frères et sœurs béninois à néant. En octobre 2020, ces deux frères ont acheté 935 mètres carrés sur ce terrain, situé dans la zone 4 de Tokbin, dans l'ouest de Cotonou. Ok, nous, nos domaines se trouvent quelque part là. Mais depuis un décret publié en novembre 2021, ces parcelles sont redevenues la propriété de l'État béninois. Ça fait très mal. Pourquoi ne pas nous conformer? Pourquoi ne pas nous intégrer au projet? Aujourd'hui, nous avons des propriétaires, des pères de famille qui sont devenus des SDF. Parce qu'on casse la maison des gens sans savoir où est-ce qu'ils vont dormir. Je parie que certains parmi vous se demandent si on n'a pas dédommagé ces gens. Je vous répondrai avec certitude que non. Et je vais m'expliquer. En effet, certains jusqu'à ce jour, malgré les multiples tentatives en direction de nos autorités pour savoir quel est le sort qui leur est réservé, n'ont toujours pas de réponse. Donc cette catégorie ne sait même pas encore à quelle sauce elle sera mangée. On n'a pas reçu de dédommagement, on n'a rien reçu, mais il passe sur tous les créneaux, il dit qu'on a été dédommagé. Pour l'autre catégorie que l'État se vante d'avoir dédommagé, je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Je prendrai le cas d'une dame. Voilà une dame qui a acheté une parcelle de 750 mètres carrés à 60 millions de francs CFA. Elle a payé les 5% pour l'enregistrement de sa parcelle, ce qui lui faisait 3 millions de francs. Donc au finish, le terrain lui revenait au moins à 63 millions de francs. Je dis au moins parce que je n'ai pas comptabilisé les faux frais. Si je parle de faux frais, ceux qui ont au moins acheté une fois dans leur vie un lopin de terre au Bénin ont une idée de ce dont je parle. Bref, je continue. Aujourd'hui, l'État, par le biais de la CIMO, dont le directeur en chemise noire vous expliquait tout à l'heure comment les terrains seront morcelés et vendus, a arraché cette terre à cette dame. En guise de dédommagement, le gouvernement propose racheter ce terrain à raison de 5 000 francs le mètre carré. Tout calcul bien fait, cela revient à 3 750 000 francs. Donc pour un terrain qui lui a coûté 63 millions, l'État propose de lui donner 3 750 000 pour la dédommager. Donc c'est à quoi que l'État lui retourne juste ce qu'elle a dépensé comme un frais pour l'enregistrement de sa parcelle. C'est ça ce que mon gouvernement appelle dédommagement. Vous dépensez 63 millions à l'achat et on vous reprend votre terrain à 3 750 000. Nous sommes victimes, soi-disant, d'une expropriation, mais sans documents, sans indemnité, sans rien du tout. Tout a été rasé. Les autorités de ce pays ont pourtant dégelé la zone où nous avons acheté en avril 2020. Donc la diaspora s'est précipitée pour acheter des terrains en vue d'un retour au pays éventuel et nous en sommes là, quelques mois plus tard, en février 2021, pardon. Le gouvernement a changé d'avis et déclaré la zone d'utilité publique, d'où une expropriation. Le souci, c'est que personne n'a été prévenu, c'est que personne n'a été indemnisé et que, nous en sommes là. C'est pourquoi nous intervenons aujourd'hui pour faire valoir nos droits. Je pense que la diaspora, ce n'est pas un bon exemple pour le Bénin. Un gouvernement qui dit blanc le 20 avril 2020 pour dire noir au mois de février 2021, ce n'est pas un gouvernement fiable. Et la diaspora va se poser des questions sur le retour au pays et la fiabilité de ces possibilités. Vous êtes au courant du prix du mètre carré qu'ils nous ont suggéré?
On parle de la zone 4 de Togba, donc une zone accès mer, sur la route des pêches, etc. L'indemnisation était de l'ordre de 5 000 et quelques francs le mètre carré. Vous imaginez, c'est comme si c'était en brousse. Même les arbres, les magnifiques arbres, ils les ont abattus. Il n'y a plus rien. C'est un désert. Alors en attente, semble-t-il, d'un remorcellement, d'une viabilisation par un promoteur X ou Y. C'est une désolation, et pour un pays qui se veut une république de droit, je crois que c'est une situation qui bafoue totalement les droits des citoyens. Et c'est triste. C'est triste pour notre pays. Des gens qui ont investi toute leur vie dans cette zone, nous avons vu des images. Au-delà de ceux qui ont perdu de grandes bâtisses, nous avons de simples Béninois également, qui n'ont pas grands moyens, mais qui se sont installés dans cette zone, qui ont perdu l'investissement de leur vie. Nous avons tous vu dans des éléments vidéo le directeur de CIMO, M. Oussou, qui disait que la zone sera redimensionnée et revendue. Revendue certainement à des citoyens plus nantis, revendue peut-être également à des étrangers. Où est la justice? En dehors de ça, ma préoccupation fondamentale également serait de savoir, de demander au pouvoir public. CIMO, c'est qui? C'est une société d'État? C'est une société publique? C'est une société parapublique? C'est une société privée? C'est qui? Pour que ce soit CIMO qui reprenne les terres, qui arrache des terres à des citoyens béninois pour redimensionner et revendre. C'est CIMO qui nous redonne les objectifs. Que les Béninois essayent de nous dire, de chercher à savoir CIMO appartient à qui? Et on saura tout le nœud de cette situation de Togba 4. On n'a pas été dédommagé. On n'a pas été dédommagé. On parle de dédommagement, nous on n'a pas été dédommagé. On parle de 5 000 francs au mètre carré. 5 000 francs au mètre carré, ça veut dire que si tu as une parcelle de 500 mètres carrés, ça te fait 5 000 francs fois 500 mètres carrés. Ça me donne quoi? Dans cette zone qui est au bord de la plage, 5 000 francs fois 500 mètres carrés, ça correspond à quoi? Alors que nous savons tous la valeur des terres à Togba. Pourtant, parmi ces propriétaires terriens, il y a des gens qui ont dépensé l'économie de toute une vie pour s'acquérir une parcelle sur ce domaine. Des personnes qui comptaient rentrer au pays pour y passer leur retraite. Si ça, c'est pas du gangstérisme étatique, je me demande comment vous l'appelez. De grâce, je profite pour lancer un appel à tous ceux-là, à tous ces étrangers à qui on propose ces terrains. Ces étrangers qui vont essayer d'acquérir ces terrains arrachés à des Béninois. Sachez tout simplement que le gouvernement qui a réussi à exproprier de façon maladroite les terres de ses compatriotes, dans les conditions que je viens de décrire, n'hésitera pas un seul instant à vous faire la même chose. Aussi, sachez que ce n'est pas tous ceux-là dont on a arraché les terres qui ont décidé de croiser les bras et observer le gouvernement. Certains préparent des actions en justice, d'autres refusent carrément que l'État les déguerpisse comme des malpropres. Alors sachez que ce projet est une bombe à retardement. Une bombe qui peut exploser à tout moment. Puisque aujourd'hui au Bénin, ce n'est pas tout le monde qui a peur de la criette ou de la mort. Le prix de cession, c'est 5 000 francs le mètre carré. Ça, c'est une insulte. C'est que nous, aujourd'hui, pour eux, nous ne sommes pas des êtres vivants, nous ne sommes pas des humains. On veut notre parcelle, ou bien qu'on s'asseye. Et le vrai prix de cession, qu'on en discute et puis le problème est réglé. Parce qu'on n'a plus de vision. On n'a plus de vision dans ce pays. On ne sait pas où on va. Le pays appartient à tout le monde. Et non à une poignée de gens. Et ça, il serait temps que on se lève pour dire non. J'ai passé 15 mois à chercher des responsables dans ce pays. Je n'ai rencontré personne. Personne. 15 mois à courir après eux. Parce que j'ai un projet quand même dans lequel moi j'ai investi de ma personne. Je ne parle même pas d'argent. J'ai 8000 mètres carrés là. J'ai investi pour une résidence de vacances. C'est-à-dire, à la fin de ce projet-là, la construction, c'est des emplois qui sont à la clé. J'avais prévu minimum 40 à l'ouverture. J'ai déjà ma clientèle. Et c'est un investissement
je dirais, beaucoup plus, pas financier en tout cas, j'ai donné de ma personne. Je passais toutes mes vacances à Cotonou. Toutes mes vacances. Je quittais ici le dimanche, le lundi je suis à mon bureau. Alors on vient un jour, on prend une journée pour tout anéantir. Et pourtant, ils étaient tous au courant. Les responsables sont au courant. À savoir le ministre du cadre de vie, il est au courant. Il a le projet. Sans compter NDF, il a le projet. Je n'ai rien fait à Catégorie. J'ai travaillé avec les anciennes équipes qui étaient sur le projet de la route des pêches. Je les connaissais tous. Je les ai reçus même à Paris. Même hébergés et véhiculés. Un propre frais. Non, non. À voir ça, ma famille est désolée. Je n'ai même pas de mots pour expliquer. C'est à croire que j'ai abandonné ma famille. Pour avoir ce résultat, non. Non et non. J'espère que cette attitude, que je qualifierais même d'inhumaine, parce qu'on casse la maison des gens sans savoir où est-ce qu'ils vont dormir. La moindre des choses, c'est mettre des mesures d'accompagnement en place pour déjà les loger. Alors on les prend pour des rats. Et les prévenir. Pour les prévenir. Hein? Non, moi on me prévient 2 jours avant pour dire on passe, on me donne juste une journée. On passe pour casser. J'ai ri. Venez casser. Moi je suis prêt au dialogue. J'ai dit plusieurs reprises que je ne suis pas contre leur projet. Mais si on veut toucher à mon domaine, on discute. J'ai un titre foncier. On discute. Non, ils ont préféré venir par la force. Ils sont venus par la force et ils ont cassé. À ce jour, quand je les appelle, plus personne ne répond. Ceux qui m'ont approché avant la casse, tous absents. Et pourtant, on dit qu'on a des responsables. Le porte-parole a dit publiquement que M. Ouesso n'a pas déposé de dossier. Alors lui, il se permet de dire publiquement que M. Ouesso n'a pas déposé son dossier. Non, ils n'ont qu'à réviser leur cahier. L'expropriation, jusqu'à présent, aucun franc n'est versé à qui que ce soit. Qu'on fasse un débat télévisé pour que tout le monde entier ait la vraie version des deux parties. Qui nous prouve. Ici, ils ont renvoyé les militaires, les policiers, les douaniers, les eaux et forêts, en affichant la liste. Qu'ils affichent la liste de ceux qui ont perçu 1 franc avec le numéro de téléphone, l'ordre de virement, la date de virement montant. C'est pas quand on vient à la télé, oui, on a déposé les sous à la caisse de dépôt et de conciliation. Donc, lorsqu'ils viennent vous voir pour vous proposer cette aide, faites attention. On a l'habitude de dire que l'État est une continuité, mais sachez que ce n'est pas le cas ici. Ici au Bénin, nous sommes dans un éternel recommencement. Chaque gouvernement élu détruit ce que le précédent a réalisé et construit les siens. Donc, tout contrat signé avec ces gens au sujet de ces terrains peut être remis en cause à tout moment. À bon entendeur, 3 points de suspension. Aussi à vous, mes frères et sœurs béninois qui vivez à l'étranger et qui rêvez investir vos pauvres économies dans l'achat des parcelles au Bénin, sachez que les titres fonciers ne sont plus une garantie pour sécuriser vos terrains. Puisque avec le gouvernement en place, acheter un terrain au Bénin aujourd'hui, c'est comme jouer à un jeu de hasard. Tombola, ouais. Et c'est ici à puisque ceux que nous avons à la tête de notre pays prennent du plaisir à arracher les propriétés des autres sans aucun état d'âme. Alors réfléchissez à 2 fois avant de vous lancer. Le deuxième sujet que je vais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est au sujet du mauvais traitement qu'on fait subir à nos producteurs de soja au Bénin. Oui, je reviens encore là-dessus. Parce que comme on le dit ici, nous venons au caca. À ce que je sache, le Bénin n'est pas un pays en guerre et aucun couvre-feu n'a été décrété dans le pays. Pourtant, on a raison, les cargaisons des soja des producteurs, on s'accapare de toute leur production et on les vend. Et ceci tout simplement parce qu'ils auraient transporté leur production au-delà de 18 heures. Alors le paysan endetté jusqu'au cou finit par vendre parfois son terrain. Et lorsque c'est trop pour lui et qu'il n'arrive plus à gérer cette situation dans laquelle ceux qui sont censés le protéger comme gouvernement l'ont poussé, alors ils finissent pour certains par se mettre la corde au cou. Je ne sais pas comment un dirigeant peut faire le choix d'appauvrir ses citoyens, les producteurs, pour contenter une entreprise privée qui s'est installée. C'est vrai, il faut favoriser le privé à s'installer, mais ce n'est pas au prix de... Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est ça. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ce qu'il faut faire, il faut retourner, il faut remettre le Bénin aux Béninois. Il faut faire en sorte que les Béninois...
Il faut faire en sorte que les Béninois bénéficient de leurs efforts. Il faut faire en sorte que les producteurs de soja, les producteurs de cajou puissent vendre leurs produits de façon à faire des bénéfices, de façon à améliorer leurs revenus. Mais on doit faire en sorte que le produit soit vendu à au moins son prix de revenu. Pas en deçà. Comment un État bien dirigé peut regarder de façon indifférente une telle situation? Vous pensez que c'est tout un système d'exploitation des producteurs? C'est même un système d'esclavage, si je dois dire les choses telles qu'elles se présentent. C'est de l'esclavage. Donc c'est consciemment que c'est fait? Je ne peux pas le dire si c'est fait consciemment, mais c'est l'impression que ça donne. Mais parce qu'on ne voit pas l'État agir pour corriger. Le Bénin appartient aux Béninois. Le soja appartient aux producteurs de soja. On ne va pas les priver de leurs produits pour donner à une entreprise privée. Le producteur, je dis, une exploitation agricole est une entreprise qui veut faire des bénéfices. Et tu produis le soja à 300 francs le kilo, on te contraint à le vendre moins que le prix de revient. Alors que tu as la possibilité, ça se vend à 400 francs au Togo à côté ici, ça se vend à 500 francs au Nigeria à côté ici. On dit non, ton pays veut te l'acheter à moins de 300 francs. Les producteurs de soja, ils produisent le soja parce qu'ils veulent mieux vivre. Les producteurs de cajou, ils produisent leur cajou parce qu'ils veulent mieux vivre. Il faut leur permettre de mieux vendre leurs produits pour que la production continue. Une politique d'appauvrissement, une politique qui appauvrit, qui appauvrit les producteurs. Faire des sacrifices aux producteurs. C'est un préalable, vous ne pensez pas? Le producteur, celui qui a produit du soja, a déjà fait assez de sacrifices. Produire du soja, ça, c'est pas facile, ça. Hier, on pouvait se dire, moi, je suis producteur agricole, j'ai pas envie d'être maire, j'ai pas envie d'être député, j'ai pas envie d'être président de la République. Donc, la politique, c'est pas mon affaire. Aujourd'hui, les producteurs ont compris qu'ils ont besoin d'un soutien politique fort pour avoir des filières fortes et pour avoir une économie agricole prospère. Et tout ceci se passe sous nos yeux et nous regardons en silence. Personne n'a le courage d'en parler de peur de se retrouver devant une justice qui est aux autres. Alors nos parents qui ont eu pour seul péché le fait de produire du soja laissent la vie pour certains dans une indifférence totale. Des producteurs qui ont tenté de dire « Ah non, ça c'est pas bien », la suite vous la connaissez. C'est quoi? C'est la prison. Combien de producteurs n'ont pas été emprisonnés du fait qu'ils ont contesté telle ou telle politique? La liberté d'expression est arrachée aux citoyens béninois. La liberté... Combien de personnes marchent aujourd'hui? Même vous, organes de presse, je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui qui sont prêts à enregistrer les contradictions. Tout le monde dit, ah, j'ai peur qu'on vienne fermer mon organe de presse. Tout le monde, ça dit, on gouverne par la peur. Ça dit, on met la peur dans le pays pour faire taire tout le monde. L'État se comporte en gangster, forçant le paysan à lui vendre sa production à 270 ou 275 kg le kilo, alors que le même produit peut être vendu au Togo à 400 ou au Nigeria à 500 francs le kilo. La raison étant qu'il faut ajouter une valeur à la production avant l'exportation. Mais dites-moi, en réalité, quelle valeur y ajoute-t-on? Tout ce que vous faites, c'est de l'extorsion. Vous arrachez aux pauvres paysans leur production à 275 francs le kilo que vous revendez à environ 2 €. Si ce n'est pas du gangstérisme étatique, dites-moi comment on peut appeler ça. Ces gens-là vous disent pourtant qu'ils sont milliardaires. Alors pourquoi s'accaparer encore des biens des plus pauvres? Pourquoi vivre dépend de nos pauvres parents alors que vous n'aviez même pas mis des machines agricoles à leur disposition? Au Burkina tout près, le jeune président Ibrahim Traoré a mis à la disposition de ses paysans des machines agricoles de façon gratuite pour pouvoir labourer la terre et assister ces paysans-là. Donc si ce monsieur que vous appelez Pouchis a pu le faire, c'est que nous pouvons aussi le faire. Mais chez nous, on est passé expert dans l'art de détruire nos concitoyens. Donc encore une fois, c'est le gouvernement de Talon qui a le plus appauvri le Béninois. Il a rendu la situation de la population plus précaire que jamais. Combien d'emplois n'ont pas été détruits sous ce régime autocratique? Voilà, le troisième sujet, puisque c'est des emplois qu'il s'agit. Parlons-en. Les envoyés spéciaux du régime vous diront que leur chef a créé la GDIZ et que là-bas il y a des milliers d'emplois. Aussi que le projet Azoli emploie des jeunes. Alors ma question à ces gens-là est celle-ci. Est-ce que la GDIZ et Azoli ont pu consommer à eux deux tous les anciens employés de Ségub, de la Sobemap, de Kadiaf Common, de la Sonapra,
du groupe de presse La Gazette du Golfe, les employés de l'ONASA, les employés de COTEB, de Socotrac, de la STTB, pour ne citer que celle-là. Ces sociétés que Talon a détruites. Est-ce que la GDIZ et Azoli, on peut consommer tous ces chômeurs? Je vous pose la question. Ces pères et mères de famille qui sont obligés de quémander pour nourrir leur famille. Aujourd'hui au Bénin, le message le plus courant c'est « fais-moi Momo 2K ». C'est-à-dire « fais-moi un transfert d'argent, juste 2000 ». Parce que les enfants ce matin doivent aller à l'école, je n'ai pas l'argent de petit déjeuner et puis je ne sais même pas ce qu'ils vont manger à midi. Donc s'il te plaît, fais-moi un Momo 2K. Donc même ceux-là que vous avez embauchés aujourd'hui à la GDIZ et à travers votre Azoli ont en plus de leur propre responsabilité, la responsabilité de s'occuper de leurs frères et sœurs que vous avez mis au chômage. Ces gens sont obligés de partager le maigre salaire que vous leur donnez avec leurs frères et sœurs dont votre patron a détruit le travail. Mais nous ne parlons que de tout ce qui est mauvais du Bénin. Depuis des années, moi je pense, je le dis et ça n'engage que moi, monsieur le président d'aujourd'hui du gouvernement, monsieur Patrice Talon, est le meilleur président que le Bénin a jamais eu. Parce qu'il faut être honnête et voir ce qui se fait, ce qui se réalise, ce qui est accompli en 10 ans. Il n'y a que des gens qui sont blessés, qui ont des intrigues politiques, qui viennent parler parce que eux, ils font beaucoup plus de bruit que tout le monde. Mais ceux qui profitent de ce système-là, ceux qui profitent du gouvernement aujourd'hui, des bienfaits de tout ce que Talon fait aujourd'hui, ne viennent pas en parler, malheureusement. Si je prends par exemple les jeunes qui sont, les 15 000 jeunes employeurs qui sont à Glodibé, il n'y en a pas un seul qui arrive à dire « Merci, quelque chose se fait, j'ai trouvé du boulot, ma situation a changé, j'ai fait de la formation, j'arrive à nourrir ma femme à sa faim. » Non, personne n'en parle. Les marchés, les bonnes dames qui ont eu de nouveaux marchés, mais qui vivent aujourd'hui dans des situations propres et ne sont plus dans des marchés où il y a de l'eau, il y a de l'insanité et que nous aussi nous achetons là-bas. Tout ça, il faut reconnaître. Tonton Richard, vous êtes libre de penser que ce gouvernement est le meilleur que le Bénin a connu depuis 1960. C'est votre droit. C'est aussi ça, la liberté d'expression que nous réclamons si tant. Mais je voudrais me permettre d'attirer votre attention sur le fait que ce ne sont pas tous ceux qui dénoncent les bêtises du gouvernement actuel qui ont des ambitions politiques. Aussi, le gouvernement de Talon a déjà des gens comme vous et les clébés pour faire sa propagande. Donc, il n'a nullement besoin des gens comme nous pour faire son atalakou. Aussi, vous avez proposé lors de votre sortie que l'on supprime TikTok à partir de 22h. Même si les raisons que vous avancez semblent pertinentes, parce qu'il m'arrive aussi de tomber sur des lives où des adultes béninois disent de façon vulgaire et sans aucune pudeur des choses qui ne collent pas avec notre éducation. Mais vous savez quoi? Ceci n'est qu'une conséquence de ce que votre gouvernement a fait de nous. Puisque, en effet, la plupart de ces gens-là n'ont pas de travail. Ils vivent dans l'oisiveté. Et pourquoi? Parce que le gouvernement de Talon a détruit plus de jobs qu'il n'en a créé. Puisque selon vous, monsieur Richard, quel jeune qui a un bon travail, qui a une entreprise qui prospère, va laisser ses occupations pour passer toute une journée sur un live sur TikTok? C'est l'oisiveté qui crée cette situation. Mais pendant qu'on y est, pourquoi ne pas suggérer au chef de carrément supprimer l'Internet au Bénin? Puisque avec votre agbon, tel un éléphant, vous détruisez tout sur votre passage. Mais heureusement que vous ne pouvez pas nous priver d'oxygène. Enfin, le président Talon qui au début de son mandat a trouvé qu'il fallait faire des économies pour le pays, qu'il fallait éviter des gaspillages, qu'il fallait réduire le train de vie de l'État, c'est lui qui aujourd'hui crée des postes fictifs qu'il appelle postes de conseiller ministériel. Peut-être pour récompenser ceux qui défendent sa politique. Mais ma question c'est, que signifie ministre conseiller? Patrice Talon au Bénin nomme un collège de 12 ministres conseillers, 12 nouveaux membres du gouvernement à 1 an et demi de la présidentielle où le chef de l'État sortant n'est pas candidat puisqu'il est à son second et dernier mandat. Prenons le décret qui institue la mise en place du collège des ministres conseillers pour mieux comprendre. Le document précise en son article 3, je cite, « Le ministre conseiller a pour mission de contribuer d'une part à la définition de la politique du gouvernement et d'autre part au suivi de la mise en œuvre du programme d'action et des initiatives du gouvernement. » Mais comment ce rôle se distingue-t-il de celui des ministres en fonction? Prenons par exemple le secteur de la santé. Vous avez d'une part le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, et d'autre part une ministre conseillère à la Santé, Claudine Prudencio. Et repartons dans l'article 3 du décret qui précise les attributions du ministre conseiller. Ensuite, faisons le point. Il est précisé que le ministre conseiller, dans le secteur qui est de son ressort, assure le suivi sur le terrain de l'exécution des décisions et des directives du chef de l'État. Il participe à la préparation des décisions du Conseil des ministres. Il effectue enfin toute autre activité à la demande du chef de l'État. Question,
comment à terme différencier les rôles et attributions du ministre de la Santé et du ministre conseiller à la Santé? Dites-moi, vous avez compris quelque chose? J'avoue que moi non. Même les défenseurs du pouvoir ont essayé d'expliquer en vain. Mais à la fin, vous vous rendez compte qu'ils ont juste aligné des mots pour construire des phrases creuses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Bon, maintenant prenons un exemple. Le député Badamassi à la défense et à la sécurité. Quelle est la technicité qu'il apportera? Parce que quand on dit... Il a des diplômes. Moi, j'ai des diplômes. Mais je peux dire à l'étape où je suis aujourd'hui, je ne peux pas encore. D'ici là, on va en parler. Mais à l'étape où j'en suis, je ne peux pas encore dire que je peux contribuer de façon efficace à l'élaboration des politiques publiques. Et ensuite, au suivi de leur mise en œuvre. Et puis, c'est dit dans le décret, mais de façon, je ne veux pas dire, subtil. De façon subtile, oui. C'est dit en fait qu'ils vont faire de la communication sur les politiques publiques. Mais c'est des domaines c'est des domaines de compétences élevées. Et ça, ce n'est pas politique. Voilà encore un trouvaille de notre très cher président pour dépenser les taxes collectées auprès de pauvres béninois. J'espère au moins que cette fois-ci, on aura la décence de nous dire combien on compte leur payer comme salaire. Le problème, en fait, en matière de nomination des ministres conseillers, c'est le problème de train de vie de l'État. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Les finances? Oui, parce que les gens se disent, voilà la situation, l'économie est morose, tout le monde sait qu'il y a des problèmes qui se posent dans le pays, tout le monde sait ce que gagne un agent permanent de l'État, ce que gagnent les professeurs agrégés, titulaires et tout. Mais on sait que quand on mène en politique, les salaires sont ce que tout le monde imagine, puisqu'on n'a jamais les décrets pour savoir ce que ça va donner. Donc c'est souvent des montants importants. Tous ces conseillers, tous ces ministres conseillers auront véhicule, ils auront bureau, ils auront indemnité, ils auront ceci, ils auront cela. Le même jour, 11 décembre 2024, on a confirmé la nomination des membres du Conseil économique et social. Je voudrais vous rappeler qu'en 2017, à l'avènement du président Patrice Talon, la première tentative de révision de la Constitution en 2017 soustrayait déjà de la liste le Conseil économique et social. Motif, structure budgétivore. Ça n'a pas marché puisque l'Assemblée a rejeté cette première tentative de révision de la Constitution. Bon, en 2019, la révision a eu lieu, mais ils ont maintenu le Conseil économique et social. De 1994 jusqu'à 2023, le nombre de personnes au Conseil économique et social était 30. Et on avait estimé à l'époque que c'était beaucoup, c'était budgétivore, il fallait supprimer. Mais, contre toute attente, la révision de la loi organique sur le Conseil économique et social a plus que doublé le nombre. Quand vous prenez les nominations qui ont eu lieu le 11 décembre 2024 par le chef de l'État, le nombre des membres du Conseil économique et social retenus dépasse 60. On s'est dit, mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. C'était 30, on estimait que c'était budgétivore. Maintenant, on a dépassé 60. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela selon vous? Les politiciens seuls peuvent répondre à cette question. Au niveau de l'Assemblée nationale seule, sauf erreur de ma part, ils ont mis 51. Alors qu'avant, l'Assemblée nationale donnait 2. Le président de la République donnait 3. Maintenant, l'Assemblée nationale a mis 51. Depuis 2016, le bas peuple doit serrer les ceintures parce qu'il faut économiser pour le pays. Mais c'est toujours dans ce même serrage de ceinture qu'on prend nos milliards économisés pour éviter les dividendes et autres. Ces artistes qui sont déjà millionnaires en dollars, à qui on distribue nos pauvres CFA. Et pour que personne n'en parle, on instaure une dictature au sommet de l'État. On n'est pas là seulement pour fabriquer des terroristes. Pourquoi vous parlez de fabrication de terroristes? Les gens qui, parce qu'ils ont sorti 15 millions pour faire la campagne, on dit que c'est des terroristes, financement du terrorisme. Bon. Et puis, madame, dans la vie, il ne faut pas se coucher devant le tyran parce qu'on veut le bonheur. Il ne faut pas se coucher devant un tyran parce qu'on veut. Quand le tyran aura fini, c'est un peu l'esprit de Machiavel.
Machiavel était fin calculateur et puis un tyran. Il faut soi-même se donner un peu d'indépendance par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on a pris. Parce que les choses qui se passent, on a peur parce qu'on vous donne beaucoup d'avantages. Non, ça nous revient en face au soir de notre vie. On vous envoie de force devant la criette qui est aux ordres de la présidence. Cette criette qui donne l'impression que les verdicts sont même déjà connus avant votre comparution devant le juge. Puisque à la criette, les preuves ne servent à rien. Vous pouvez vous louer les services des avocats les plus compétents du monde. En réalité, votre sort est déjà scellé avant même votre comparution. Vous vous présentez devant le juge juste pour apprendre le nombre d'années que le président Patrice Talon, dans sa gentillesse, voudra bien vous mettre au chaud. Bon, tout le monde a pris 20 ans de prison. Bon, 20 ans. Écoutez la chanson de Tikendia, 20 ans, 20 ans, 20 ans. et vous comprendrez qu'il y a eu des moments où ici on distribuait 20 ans à tout le monde. À tout le monde. Et de grâce, n'essayez pas de faire appel de la décision. Sinon, votre peine est doublée. Demandez à Sébastien Adjavon, il vous en dira plus. Je m'arrête ici aujourd'hui dans l'espoir de vous lire dans les commentaires. Dites-moi si les Béninois, au nom d'une soi-disant réalisation d'infrastructures ou d'embellissement de nos villes, doivent être traités comme une bête de somme. Merci et à la prochaine. Ciao. Suis entièrement républicain au service de ma chère patrie. Comme un policier assure le service d'ordre partout qu'importe le régime. Ne tuez pas la liberté, c'est mon slogan scandant la vérité. Et serait pas le voulorum veritas, car un fou des fois est utile au roi.